Le centre commercial. Vous vous souvenez de la galerie marchande, n'est-ce pas? L'époque glorieuse du centre commercial local. C'est fou de penser qu'ils ont autant perdu en popularité que ça. La dégustation des Orange Julius dans l'ère de restauration, les matinées au ciné et les hordes de goules mortes qui meurent d'envie de mordre dans votre chair douce et sucrée. Vous savez, pour un groupe de clients malchanceux, ce centre commercial est la seule chose qui les sépare de la pire bande de consommateurs dépourvus de conscience qu'on puisse imaginer à l'occasion d'un Black Friday. S'ils veulent survivre, ils vont devoir travailler ensemble ou risquer un sort pire que la mort. Ouvrez l'œil pour dénicher les bonnes affaires et préparez-vous à faire le plein jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les morts vivants dans l'armée des morts. Cette infirmière, Anna, passe une journée difficile. Sa garde dure depuis des heures et le médecin traitant est plus préoccupé par sa prochaine pause que par l'état de leur dernier patient. Apparemment, ce type est venu aux urgences après que quelqu'un lui ait mordu la main lors d'une bagarre dans un bar. Alors pourquoi l'un des autres médecins a-t-il demandé une IRM? Anna ne le sait pas, et franchement, elle s'en moque, parce qu'elle travaille depuis 6 heures du matin, et qu'elle est bien décidée à s'arrêter là. Elle remet le dossier du patient à son amie au poste d'infirmière, passe devant le dernier cas de traumatisme, et sort avant que les supérieurs ne puissent lui coller plus de travail. Elle peut enfin profiter d'un repos bien mérité. Mais elle est loin de se douter que cette journée d'enfer est sur le point d'empirer. Sur le chemin du retour, Anna s'arrête pour regarder une des gamines du quartier, Viviane, faire quelques tours de patin à roulettes. Elle complimente les mouvements de la petite fille, avant de garer sa voiture et de rentrer rejoindre son mari Louis, qui l'attend dans leur chambre. Ils discutent de leur journée et se détendent un peu avant de se retirer sous la douche pour une soirée torride. Plongés dans leurs activités, ils n'entendent pas l'alerte qui passe aux nouvelles sur leur télévision. Après la douche, le couple épuisé s'effondre dans son lit pour une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, Louise se réveille et découvre que quelqu'un se tient dans l'embrasure de la porte de sa chambre. C'est la petite voisine, Viviane. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi est-elle dans leur maison à l'aube? Viviane s'avance dans la lumière, ce qui révèle qu'une bonne partie de son visage a disparu. Paniquée, Louise se précipite sur la petite, qui ne tarde pas à lui planter ses dents dans le cou. Tandis que Viviane prend une bouchée de la chair de son mari, Anna, horrifiée, jette la petite attaquante dans le couloir et ferme la porte à clé. Elle se penche ensuite sur le sang qui s'écoule de la blessure de son conjoint. Incapable d'arrêter l'hémorragie, elle tente d'appeler à l'aide, mais les lignes téléphoniques sont coupées. Tout à coup, Louise se lève d'un bond. Peut-être qu'il va bien, en fait. Eh bien, pas tout à fait. Louise se jette sur sa femme avec le même regard fou que Viviane il y a quelques instants. Et son partenaire enragé réarrange les meubles de la chambre. Anna prend ses clés sur la table de nuit et court se réfugier dans la salle de bain. Elle essaie d'ouvrir la fenêtre de la salle de bain, mais elle a du mal à l'ouvrir avec ses mains couvertes de sang. Dans la chambre, Louis est devenu silencieux. Il a peut-être repris ses esprits. Anna l'appelle, mais n'obtient pas exactement la réponse qu'elle espérait. Son compagnon assoiffé de sang étant sur ses talons, Anna essaie à nouveau la fenêtre et finit par l'ouvrir. Elle plonge pour se mettre à l'abri et envoie un bon coup de pied dans le visage de Louis en guise de salut pour pouvoir sortir. Ok, tu parles de gâcher l'ambiance. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est une soirée dont Anna se souviendra certainement. En réalité, elle aurait pu éviter la mort prématurée de son mari et sa résurrection sous la forme d'un monstre vivant en modifiant simplement sa routine. Le secteur de la santé est un domaine exigeant, la plupart des infirmières hospitalières effectuant des gardes de 12 heures ou plus. À la fin d'une longue journée, il n'est pas étonnant qu'Anna soit trop épuisée pour repérer les signaux d'alarme évidents qui indiquent que quelque chose se prépare dans le monde à l'extérieur des portes de l'hôpital. Tout d'abord, le fait d'être restée pour suivre un patient souffrant d'une morsure aurait pu l'avertir des horreurs à venir. D'après sa conversation avec le médecin, il semble que ce patient souffre déjà de changements psychologiques dus à l'infection, d'où cette IRM à la tête. Je veux dire, le temps qu'Anna l'examine, il est probable qu'il se serait complètement transformé en monstre sans cervelle et assoiffé de sang. Maintenant, en supposant qu'elle soit restée assez longtemps pour observer le patient dans son état maniaque, elle aurait probablement quitté l'hôpital en état d'alerte. Peut-être que la vision d'un fou furieux encore fraîche dans son esprit l'aurait incité à écouter la radio sur le chemin du retour, parce qu'elle parlait déjà de la terrible nouvelle. À défaut d'autre chose, la scène troublante aurait peut-être suffi à la dissuader d'avoir un rendez-vous galant le soir.
Plutôt que de batifoler sous la douche, Anna et Louis auraient regardé le bulletin d'urgence à la télévision. Certes, il n'est pas sûr qu'ils auraient saisi toute l'ampleur de la crise, mais ils auraient au moins pu envisager de verrouiller les portes au cas où des enfants zombifiés du voisinage décideraient de venir leur rendre visite. Même au moment où la situation s'est aggravée, Anna aurait pu faire plus pour assurer sa survie. Elle a eu la présence d'esprit d'attraper ses clés de voiture sur la table de nuit dès la première crise de rage de son mari, ce qui était déjà un bon début. C'est une fois qu'elle est entrée dans la salle de bain que sa capacité de réflexion a commencé à faiblir. Et je dirais honnêtement que la mienne l'aurait probablement fait aussi. Aller à la fenêtre était définitivement la meilleure solution. Mais si vos mains sont trop glissantes pour pouvoir agripper la poignée, essayez de les sécher avec une serviette suspendue juste à côté de vous. La dernière chose que vous voudriez faire, c'est d'attendre que Louise fasse irruption avec le vieux schéma habituel de Johnny. Parce que franchement, vous avez vu la tête qu'il faisait? Ton mari est parti, ma fille. Adieu, donc ouvre cette fenêtre et tire-toi de là. C'est le chaos dans la rue à l'extérieur de la maison d'Anna. Des citoyens paniqués courent, terrorisés, tandis que de gigantesques incendies font rage au loin. Un de ses voisins brandit un pistolet de façon menaçante jusqu'à ce qu'il soit pulvérisé par une ambulance lancée à vive allure. Alors qu'Anna assiste à la scène infernale qui se déroule autour d'elle, Louise surgit de l'intérieur de la maison. Le temps est venu de partir. Elle saute dans sa voiture et démarre tandis que son mari fou fait des siennes sur son pare-brise, la poursuivant à travers la rue jusqu'à ce que son attention soit attirée par un malheureux passant. Anna entend des messages alarmants sur l'autoradio alors qu'elle roule au milieu de la cohue qui règne dans le quartier. Son chemin est finalement bloqué par un bus de ville immobilisé rempli de passagers qui semblent s'entre-déchirer. Distraite par ces horreurs, Anna est sidérée quand un homme ouvre la portière de sa voiture et tente de la tirer hors du véhicule. Paniquée, elle accélère, mais elle franchit la glissière de sécurité et dévale un talus, s'écrasant de plein fouet contre un arbre. Encore hébétée, Anna s'extirpe de sa voiture accidentée et découvre immédiatement le canon d'un fusil pointé sur son visage. L'arme est tenue par un homme costaud en uniforme de police du nom de Kenneth. Convaincue qu'elle est saine d'esprit, Kenneth entraîne Anna à travers la ville déserte jusqu'à ce qu'il soit accueilli par des coups de feu. C'est un autre groupe de survivants. Michael, qui semble être la voix de la sagesse, André, qui a la gâchette facile, et sa femme enceinte, Luda. Les tensions s'apaisent après un bref affrontement, et Michael avertit Kenneth et Anna du danger qui les attend sur la route. Au lieu de ça, ils décident tous les 5 de se réfugier dans un centre commercial voisin où ils pourront se cacher jusqu'à l'arrivée des secours. Grâce à un pied de biche et à un coup de fusil bien placé, ils parviennent à franchir une porte à l'arrière près du quai de chargement du centre commercial, et ce juste à temps pour échapper à un autre groupe de morts-vivants voraces. Ils se feraient un chemin dans les entrailles du centre commercial en direction de Metropolis, un magasin de mobilier haut de gamme. Il n'y a qu'un seul problème, la grille du magasin est encore fermée. Mais rien qu'un petit coup dans la vitrine du magasin avec des toilettes ne puisse arranger. Désormais libre d'explorer le reste du centre commercial, il se déplace prudemment d'une boutique à l'autre, à l'affût de toute compagnie indésirable. Après avoir atteint une impasse près d'une rangée de portes extérieures verrouillées, il s'arrête près d'une fontaine pour se regrouper. Michael et André se portent volontaires pour fouiller plus minutieusement les magasins voisins, tandis que le reste du groupe attendra ici pour faire le guet. Michael voit que la porte du magasin de sport est déverrouillée, alors il continue à fouiller l'intérieur. L'endroit semble d'abord vide, mais il tombe aussitôt sur le seau du concierge qui semble avoir été renversé dans une bagarre. Michael hésite sur le choix de son arme, alors il troque son pied de biche contre un maillet de croquet qui se trouve sur un présentoir du magasin. Muni de cet équipement de loisirs mortel, il se dirige vers l'arrière-salle où des ombres sous la porte trahissent la présence de mouvements à l'intérieur. Quand il ouvre la porte, il trouve un membre du personnel d'entretien du centre commercial en train de savourer un casse-croûte au beau milieu de sa journée de travail. Le concierge mort-vivant se jette sur Michael, qui abat le maillet sur la tête de l'attaquant tel un cure-dent géant. Le reste du groupe entend le bruit de la lutte, mais il a ses propres problèmes. Un autre client infecté sort de nulle part et décide que Luda, la jeune femme enceinte, semble être une cible facile. Kenneth intervient et le combat se prolonge dans la fontaine. Anna ramasse alors le fusil que Kenneth a laissé tomber et elle tire sur l'assaillant. Dans le magasin d'articles de sport, Michael expédie son ennemi avec le bout pointu du manche du maillet cassé. Le groupe reconstitué court pour sauver sa peau dans le centre commercial et il cherche à se réfugier dans un ascenseur. Mais quand les portes se rouvrent, il se retrouve face à une nouvelle menace. 3 gardiens de la galerie marchande, armés et dangereux.
Ok, l'instinct de survie de cette équipe a besoin d'être affiné. Voyons où tout ça a mal tourné et comment ils auraient pu mieux réagir à ce scénario. La première chose à faire est d'entrer dans le centre commercial. Alors ne vous y introduisez pas comme une rockstar saccageant une chambre d'hôtel. Certes, des chiottes en vitrine constituent un excellent bélier improvisé, mais faire voler en éclats une vitrine géante n'était pas la manière la plus subtile de pénétrer dans le centre commercial. En fait, le bruit de verre est le son universel que le dîner est servi pour les morts-vivants. Avec un peu de patience et, je ne sais pas moi, en cherchant une clé par exemple, ils auraient pu s'épargner des ennuis, ou tout au moins choisir un objet plus silencieux à lancer. Tout sauf un trône en porcelaine qui allait exploser à l'impact. Maintenant, à l'intérieur du centre commercial, les erreurs se sont multipliées. Se séparer, c'est le cri de guerre des condamnés. Michael et André se portent volontaires pour chercher seuls. Mais c'est pas une chasse au trésor, c'est l'apocalypse les mecs. La solidarité existe pour une raison, les gens. La force du nombre aurait pu empêcher Michael de se retrouver seul et dépassé dans un magasin de sport mal éclairé. Sans parler de son choix d'armes. Il avait un pied de biche, un solide pied de biche en métal pour fracasser les crânes. Et il en fait quoi? Il l'échange contre un maillette croquet. Si votre arme de prédilection convient mieux à un jeu pratiqué par des retraités en vacances, repensez votre stratégie. Cherchez plutôt une batte de baseball au lieu de ça. Maintenant, pendant que Michael était occupé à jouer à la taupe morte-vivante, Kenneth et sa bande s'occupaient de leurs propres angoisses. Peut-être que traîner à découvert n'était pas l'idée la plus sûre. S'ils avaient pris le temps de trouver une position plus sûre au lieu d'admirer la fontaine du centre commercial, Luda n'aurait pas fini au menu. Conseil de pro, s'il y a une chose que nous savons à propos des zombies, c'est qu'ils adorent sortir de nulle part, et qu'il faut considérer chaque recoin comme celui où se cache votre prochain problème. Et maintenant, après tout ce chaos, ils se précipitent vers l'ascenseur sans penser à ce qui pourrait se trouver de l'autre côté. Pour ce qu'ils en savent, d'autres zombies pourraient les attendre à l'étage suivant. Mais oh surprise, au lieu du salut, ils se retrouvent face à 3 Paul Blart qui ont probablement passé leur journée à s'occuper d'ados voleurs à l'étalage avant que tout ne dérape. Le chef de l'équipe de sécurité, CJ, n'est pas très enthousiaste à l'idée de laisser entrer d'autres personnes dans sa cachette. Il leur dit de retourner d'où ils viennent. Mais ils finissent par le convaincre de les laisser descendre de l'ascenseur, à la condition de devoir lui remettre leurs armes. N'ayant pas d'autre choix, ils rendent leurs armes. Et le groupe est conduit au niveau supérieur du centre commercial, sous la menace des armes. Sur les écrans dans la vitrine du magasin d'électronique, Anna, Kenneth et les autres ont un aperçu du pandénium qui se déroule à l'extérieur. Ils apprennent à cette occasion que le moyen le plus efficace de se débarrasser des morts-vivants est de leur tirer une balle dans la tête. Après en avoir vu assez, un des agents de sécurité, Bart, emmène Anna pour chercher une trousse de premiers soins et soigner les blessures que Kenneth a subies lors du combat précédent. L'autre gardien, Terry, escorte André et Luda aux toilettes, et André nettoie une morsure récente sur le bras de sa femme. Pendant que ses compagnons s'occupent de leurs besoins urgents, Michael, pragmatique, tente de ramener CJ à la raison. Il pense qu'ils devraient sécuriser le centre commercial du mieux qu'ils peuvent, tout en trouvant un moyen de signaler leur position à d'éventuels secours. Le chef de la sécurité, Honcho, est d'accord et assigne des tâches à chaque membre du groupe. La première chose à faire est de mettre de l'ordre dans le bazar qu'ils ont laissé en bas. Pendant que CJ et son équipe s'occupent des zombies, le reste du groupe commence à peindre un SOS sur le toit avec de la peinture empruntée à la quincaillerie. De ce point de vue, ils voient à leur arrivée la horde de morts qui déferle sur le centre commercial depuis toutes les directions. Tout à coup, le bruit de coups de feu retentit au loin. Le son provient du toit voisin, du magasin On This Gun World, où l'homonyme du magasin se présente au moyen d'un message sur un tableau blanc. Alors que CJ repère leurs camarades survivants à l'aide de jumelles, le groupe est distrait par le passage d'un hélicoptère d'attaque. L'hélicoptère volait à basse altitude. L'équipage a certainement dû les apercevoir. Il ne reste plus qu'à rentrer à l'intérieur et à attendre l'arrivée des secours. De retour au centre commercial, CJ enferme tout le monde dans le magasin d'ameublement pour éviter les pillages, à l'exception de ses 2 subordonnés. Ils passeront la nuit ici pendant que le personnel de sécurité dormira dans le magasin d'électronique. Alors que CJ et son équipe s'endorment devant les téléviseurs, les lumières du centre commercial s'éteignent. Bart se réveille en sursaut le lendemain, au moment où une minuterie automatique rétablit le courant dans le centre commercial. D'après les parasites sur les écrans devant eux, il semble que les émissions télévisées qui étaient diffusées la veille aient toutes été coupées. CJ charge Terry de retourner au poste de garde pour couper le courant, mais il est arrêté par Anna en chemin. Le jeune stagiaire en sécurité déverrouille la prison de fortune pour qu'Anna et les autres puissent aller aux toilettes, avant de poursuivre son chemin vers le poste de sécurité. Après avoir coupé la musique, Terry aperçoit quelque chose sur un des écrans. Un camion de livraison est sur le point de foncer sur le parking du centre commercial, suivi de près par une horde de morts-vivants.
CJ et les autres gardiens retournent sur le toit pour avoir une meilleure idée de la situation. Et ils sont bientôt rejoints par le reste des survivants. Une dispute éclate alors que le camion qui roule à vive allure contourne le parking. Ils conduisent alors leurs anciens geôliers dans une cellule du bureau de la sécurité, pendant que les autres mettent au point un plan pour aider les occupants du camion. À l'intérieur du centre commercial, André et Michael entendent le camion reculer jusqu'au quai de chargement, ce qui leur indique qu'ils doivent ouvrir la porte. Après avoir abattu une poignée de morts vivants, ils réalisent rapidement qu'ils ont fait une erreur. La conductrice du camion va bien, et elle s'est déjà mise à l'abri sur le toit. Elle dit à Michael qu'il y a d'autres survivants bloqués dans la zone de chargement. Alors André et lui se précipitent à l'intérieur pour les faire rentrer par les portes qui s'y trouvent. Ok, alors soyez honnêtes. Si vous prenez des décisions touchant à la vie ou à la mort sur la base des caprices d'un gardien de centre commercial complexé par son pouvoir, vous êtes déjà mal parti. Enfermer les gens pour les dissuader de piller, c'est le summum de la puissance d'un flic de centre commercial. Parce que, ouais, le ciel interdit quiconque de voler un sac à main ou un lecteur de CD pendant la fin du monde. Un peu de rébellion préventive aurait sans doute permis d'éviter la prise d'otage et de gagner un temps précieux pour mettre au point un véritable plan de survie. Ensuite, André et Luda se sont rendus aux toilettes, ce qui aurait pu sembler une halte nécessaire. Mais en réalité, il s'agissait simplement d'une excuse permettant à André de dissimuler la morsure de sa femme. André aurait dû laisser Anna mettre ses compétences d'infirmière au service du traitement de la blessure. Au moins, elle aurait pu surveiller l'état de santé de la future maman et remédier à tout problème qui aurait pu survenir par la suite. Enfin, il semble qu'il y ait un manque général de communication qui freine le groupe. Quand le camion rempli de survivants est arrivé, la moitié du groupe avait pour priorité de les guider sur le toit, tandis que les autres se sont postés près des portes du quai de chargement. Pourtant, pour une raison inconnue, si Michael et André s'étaient coordonnés avec les autres, ils auraient su qu'ils n'avaient pas besoin de jouer les desperados et à gaspiller de précieuses munitions, vu que les passagers du camion s'étaient déjà mis à l'abri. Et si le camion a reculé jusqu'au quai de chargement, c'était peut-être pour une bonne raison. Vous ne voyez pas le rapport? Laissez tomber l'héroïsme du parking et ouvre la porte extérieure à Carl. D'abord, il y a une dame âgée qui arrive en brouette. Ensuite, il y a l'ancien joueur d'orgue de l'église Glenn, suivi de la bombe blonde Monica. Vient ensuite le duo père-fille Frank et Nicole, ce connard de riche Steve, et Tucker, un redneck version campagnarde. Steve et Norma nous expliquent que les refuges prévus ont déjà été envahis par les morts-vivants, et que c'est pour cette raison qu'ils ont été obligés de s'enfuir dans le camion. Il semble que l'aide ne soit pas près d'arriver. Alors que la réalité de la situation s'impose à lui, Kenneth retourne sur le toit où il aperçoit Andy qui attend avec un autre panneau. Il est en quête d'informations, et Kenneth utilise le tableau blanc de tout à l'heure pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Personne ne viendra les secourir. À l'intérieur, Terry aide Anna à s'occuper de ses nouveaux patients. De l'autre côté de la pièce, Nicole réconforte son père qui se fait soigner d'une douloureuse morsure à la main. Alors qu'Anna s'occupait de ses blessures, la dame sur le lit meurt, mais elle revient à la vie quelques instants plus tard dans un état de rage violent. Anna ne tarde pas à s'en débarrasser avec l'aide d'un tisonnier. Mais plus important encore, cette expérience l'aide à émettre une théorie. Il semble que les morsures soient la source de l'infection. Une fois que quelqu'un a été mordu par le mort-vivant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne un des leurs. À la lumière de cette révélation, le groupe se demande qui parmi eux a déjà été mordu. Pendant ce temps, André, le futur papa, est préoccupé par la situation et cherche sa femme. Il la trouve dans un magasin de puériculture en train de choisir des articles pour leur enfant qui doit naître d'un jour à l'autre maintenant. Luda semble aller bien. La morsure qu'elle a reçue au bras ne présente aucun signe d'infection. Du moins, pas encore. Du côté de Metropolis, Frank prépare sa fille au sort qui l'attend. Son état commence déjà à décliner. Et maintenant, il semble évident qu'il connaîtra le même sort que ceux qui ont été mordus avant lui. Après avoir fait ses adieux, il s'éteint paisiblement sous l'œil attentif de Kenneth. Comme il n'y a pas d'infectés pour les embêter et qu'aucune aide ne semble se profiler, le groupe de survivants trouve de nouvelles façons de passer les jours et les heures à l'intérieur de leur nouvelle maison. Kenneth noue une amitié à distance avec Andy de l'armurerie, tandis que Terry et Nicole entament leur propre relation. Les autres trouvent plein d'autres moyens de s'occuper, mais la vague de morts-vivants à l'extérieur du centre commercial ne cesse de croître. Au fil des jours, André s'occupe de la future maman Luda. Anna lui propose de vérifier si elle va bien, mais André refuse. Il ne laisse personne s'approcher de sa famille qui s'agrandit. Et pour cause, sa femme est dangereusement proche d'une transformation horrible à cause de la morsure qu'elle a subie précédemment. Oh, et elle est également en plein travail en plus.
André immobilise sa femme mourante alors que les douleurs de l'accouchement d'un mort-vivant s'installent. Dans la zone de restauration, les autres survivants sont en train de partager un repas ensemble quand l'électricité se coupe. Michael demande à CJ et Bart de lui montrer où se trouve le générateur de secours. Les agents de sécurité s'exécutent, et Kenneth, armé d'un fusil, décide de les accompagner. Pour atteindre le générateur, ils doivent traverser le parking des morts-vivants. La zone semble d'abord déserte, mais la vue d'un mur maculé de sang leur indique qu'ils ne sont pas seuls. Alors qu'ils continuent à se diriger vers le générateur, ils entendent quelque chose bouger près d'eux. Le bruit se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce qu'une unique silhouette jaillisse de l'obscurité. C'est un chien. Distrait par leur nouvel ami à quatre pattes, ils ne remarquent pas qu'un autre invité indésirable a pris le dessus sur Bart. Attirés par le vacarme, d'autres morts sortent de l'angle. Le groupe s'éloigne à toute allure de la foule qui se rue sur eux, tandis que les ghouls se régalent d'un buffet à volonté composé des entrailles de Bart. Depuis la sécurité toute relative d'une cage en acier, Kenneth et CJ éliminent les zombies tandis que Michael s'occupe du carburant à la pompe pour alimenter le générateur. Les munitions venant à manquer, ils tournent le pistolet de carburant vers leurs attaquants et CJ les embrase tous avec son briquet. Dans la pouponnière improvisée, André assiste au dernier souffle de Luda. Il lui offre un dernier baiser d'adieu et remarque que l'enfant à naître bouge encore à l'intérieur d'elle. Quand sa femme se réveille inévitablement sous sa nouvelle forme de morte vivante, André se tient déjà prêt à lui appliquer un bâillon pour bloquer toute morsure amoureuse non désirée. Il est temps de procéder à la délivrance. Dans l'aire de restauration, Anna et Norma pensent qu'elles devraient aller voir comment va Luda, en dépit de ce qu'André en pense. Norma se porte volontaire, et elle tombe sur le jeune papa super fier de pouvoir bercer son enfant. Entre la maman zombie ligotée et bâillonnée et l'abomination morte-vivante qu'André tient dans ses bras, Norma est plus que troublée. Elle sort un pistolet de sa ceinture et tire directement dans le crâne de Luda. Mais André est prêt à défendre son enfant à n'importe quel prix. Il riposte et échange des coups de feu avec Norma jusqu'à ce qu'ils gisent tous les deux morts sur le sol. Attirés par les coups de feu, le reste du groupe découvre la scène macabre et Anna se charge de faire le nécessaire pour éliminer l'effroyable nouveau-né. Ok, il semblerait que des problèmes aient trouvé leur place dans notre petit paradis pour amateurs de shopping. Commençons par la mission consistant à rétablir l'alimentation du générateur. C'était une excellente initiative, mais entrer directement dans un parking sombre et maculé de sang, il aurait peut-être fallu prendre une seconde pour élaborer une stratégie. Non, parce que tout d'abord, ils sont sérieusement insuffisamment armés pour la tâche qui leur est confiée. Entre le pistolet d'André, les deux armes de CJ Bart et le revolver de Norma, ils auraient eu au moins 4 armes en plus des fusils que Michael et Kenneth ont apportés dans le garage. Comme ils ne savaient pas ce qui les attendait, il aurait été judicieux d'apporter autant de puissance de feu que possible. Je veux dire, Bart n'était qu'un vulgaire projecteur dans ce scénario. Pas étonnant qu'il ait fini en jouet à mâcher pour les morts-vivants. Le calcul est simple, les gens. Plus d'armes à feu égale une meilleure chance de survie. Ensuite, il y a la question des déplacements. La distance la plus courte entre 2 points est la ligne droite. Mais quand il s'agit d'éviter les morts-vivants, la plus courte n'est pas toujours la meilleure. En marchant directement au milieu du garage, ils se sont retrouvés face à une menace constante d'attaques venant de toutes les directions. La vue obstruée par les colonnes structurelles n'a fait qu'empirer les choses. Au lieu de ça, ils auraient dû contourner le périmètre en profitant de la couverture offerte par le mur pour réduire les angles d'attaque potentiels. Ensuite, Michael et Kenneth auraient dû se placer dos à dos, ce qui leur aurait permis de bénéficier d'un rayon de protection de 360 degrés pendant qu'ils se dirigeaient vers le générateur. Cette approche plus tactique aurait même pu les aider à repérer le chien plus tôt. Ah oui, le chien. Écoutez les gars, on adore tous les petits chiens, mais vous ne pouvez pas baisser votre garde devant chaque chien errant qui croise votre chemin. Comme ils l'ont découvert juste après, il y avait bien plus que ce canidé câlin qui se cachait dans les ténèbres. Les cris d'agonie de Bart ont attiré d'autres morts-vivants, mais ils auraient pu s'épargner bien des ennuis s'ils étaient restés vigilants et concentrés sur la tâche à accomplir. En gardant les yeux ouverts, ils auraient facilement repéré le zombie sans jambes avant qu'il ne leur tombe dessus. À partir de là, il suffisait d'abattre la goule en douceur d'un bon coup de hache bien placé. Et ça aurait été un jeu d'enfant. Pas de bruit, pas d'histoire. Rien ne les aurait empêchés d'atteindre le générateur en paix. Bien entendu, le véritable drame se déroulait en fait à l'intérieur du centre commercial. André, mon pote, je comprends que la paternité, c'est un truc excitant et tout, mais quand ta femme est à une contraction de tronger le visage, il serait peut-être temps d'avoir un autre type de discours, tu ne crois pas ? Au lieu de créer une effrayante crèche pour baby zombies, pourquoi ne pas laisser le groupe passer vous voir, hein? Peut-être même, et écoute-moi bien là, en anticipant la situation de maman morte vivante de façon préventive avant que les choses ne deviennent encore plus tordues. Je veux dire, c'était quoi ton plan exactement? Ta famille et toi en vacances dans les Keys? Je suis désolée mon ami, mais je comprends pas là.
Pour Anna et les autres, le comportement douteux d'André à l'égard de sa femme aurait dû être un signal d'alarme immédiat. Je veux dire, la plupart des futurs pères seraient heureux qu'un professionnel de la santé s'occupe de la future maman dans les jours qui précèdent l'accouchement. Surtout au vu de leur situation actuelle. Vu comme André agissait avec suspicion en leur interdisant pratiquement de rendre visite à Luda, il aurait dû être évident qu'il cachait quelque chose. Mais l'amour fait faire des choses étranges. Et c'est encore plus vrai dans une apocalypse zombie. André a perdu la tête, et son raisonnement est devenu complètement absurde. Ça s'est tout de suite remarqué quand l'heureux papa a montré son joli petit trésor. Et chapeau à Norma aussi, parce que cette routière endurcie et armée de pistolets n'a pas eu peur de faire le sale boulot. Mais au lieu de foncer tête baissée, imaginons un plan B qui n'aurait pas eu pour effet de transformer le rayon bébé en un véritable bain de sang. Après avoir vu Luda ligoter et bâillonner, Norma aurait dû sortir de là et appeler des renforts. Avec le reste du groupe présent pour le raisonner, il aurait peut-être été possible qu'André retrouve ses esprits. Si la violence devait toutefois être inévitable, Norma aurait quand même mieux fait de revenir avec des renforts plutôt que d'affronter André dans une fusillade à 1 contre 1. Je dis ça, je dis rien. Au final, le fait de se précipiter pour gérer les choses elle-même a conduit à une mort prématurée pour elle et pour toute cette petite famille de malades. Entre la perte de plusieurs camarades, le nourrisson zombie et le reste, le moral est plutôt bas. Devant le triste spectacle des morts, les survivants décident de ne pas mourir dans ce centre commercial comme les autres. Mais comment pourrait-il espérer s'échapper ? Comme d'habitude, Michael a une idée. Il a repéré 2 navettes dans le garage. S'ils arrivent à les consolider, ils pourraient servir de véhicule d'évacuation. Steve ajoute avec sarcasme qu'il pourrait tout aussi bien passer par la marina et monter sur son bateau pour une petite escapade sur une île pendant qu'ils y sont. Et en fait, ça semble être un bon plan pour le reste d'entre eux. Ils se mettent donc au travail en équipant les 2 navettes de lumières supplémentaires, de blindage, de barbelés et même d'un méchant chasse-pierre. Les survivants mettent le paquet, renforçant leurs nouveaux engins. Alors qu'ils font le point sur les munitions restantes, Kenneth annonce le plan à Andy sur l'autre toit. Ils vont passer le récupérer en quittant la ville. À 5 jours de leur départ, Andy fait savoir qu'il a faim. Il semble que ses rations de nourriture soient épuisées et qu'il ne tiendra plus très longtemps. S'ils veulent le sauver, ils vont d'abord devoir lui procurer de la nourriture. Mais comment ? Kenneth a une idée. Le chien qu'ils ont trouvé dans le garage traîne toujours dans les parages. Chips, comme l'a appelé Nicole, pourrait transporter un paquet de vivres et être envoyé à travers la horde de morts-vivants pour une livraison spéciale. Il semble que ces créatures sans cervelle ne s'intéressent qu'aux proies humaines, donc en théorie, Chips devrait pouvoir passer sans encombre. Malgré les protestations de Nicole, ils mettent leur plan à exécution pour livrer à Andy les produits qui lui sauveront la vie. Une fois le chien au sol, Andy avertit Chips d'un coup de sifflet et le chien se dirige directement vers le magasin. Ça veut dire que jusqu'à présent, tout va bien. Chips arrive chez Andy et le tireur affamé ouvre une petite trappe coulissante pour le laisser entrer. Malheureusement, plusieurs morts-vivants profitent de l'occasion pour entrer de force juste derrière lui. Outre la nourriture, un talkie-walkie a été placé dans le colis de provisions destiné à Andy. Michael l'appelle sur les ondes et reçoit une réponse. Il semble qu'Andy ait réussi à s'occuper des morts-vivants qui sont entrés dans son magasin, mais non sans avoir été mordu à son tour. Sachant que leur ami lointain est condamné, le groupe décide qu'il vaut mieux ne pas lui dire ce qu'il attend. D'ailleurs, ils ont des problèmes bien plus importants. Nicole veut récupérer son chien, et elle ne compte pas attendre pour en discuter avec les autres. Profitant d'un moment de distraction, elle réquisitionne le camion de Norma et le conduit à travers la foule jusqu'au magasin d'Andy. De là, elle se précipite vers la porte et parvient à entrer sans encombre. Une fois dans l'armurerie, elle découvre le talkie-walkie sur le sol baignant dans une mare de sang. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a trouvé Chips et qu'il va bien. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'Andy est de retour sur le toit et qu'il n'est déjà plus tout à fait lui-même. Nicole ne veut pas prendre le risque de retourner à l'extérieur, alors elle attrape Chips et se cache dans un placard juste au moment où le talkie-walkie s'éteint. Steve et les autres gars du groupe se mettent en route pour sauver la fille et son chien s'ils sont encore en vie. Tandis que Steve reste en arrière pour garder la porte, Michael, Kenneth, Tucker et CJ empruntent les égouts sous le centre commercial. Ils émergent d'une bouche d'égout située non loin de la boutique d'Andy. Ils sont presque à l'intérieur quand Tucker ferme la bouche d'égout un peu trop bruyamment, ce qui a pour effet d'alerter les morts-vivants de leur présence. Et du coup, le combat s'engage. Les hommes tirent une balle dans la tête après l'autre en se dirigeant vers le camion accidenté et la petite trappe coulissante de la boutique. Après avoir réussi à passer juste à temps, ils reconstituent leur stock de munitions en puisant dans les vastes réserves à l'intérieur du magasin. Dans l'arrière-boutique, ils tombent sur le propriétaire mort-vivant qui essaie de se frayer un chemin à travers une porte fermée.
Kenneth expédie son ancien correspondant de toit mort-vivant, et le groupe retrouve Nicole et Chips qui se cachaient à l'intérieur d'un placard, sains et saufs. Ok, les survivants avaient quelques idées vraiment intéressantes, comme le renforcement de leur véhicule, leur plan d'évacuation naturel et un système de trappe de porte surprenant mais efficace. Pourtant, ils ont réussi à tout gâcher de façon spectaculaire. Je veux dire, les ennuis ont véritablement commencé et se sont terminés avec cette livraison de nourriture bâclée. Chips s'est avéré être un coursier compétent, mais les choses ont mal tourné dès qu'Andy a ouvert la trappe pour le laisser entrer. Le malheureux propriétaire de l'armurerie n'était pas le seul à avoir une faim de loup. Et bien sûr, les morts-vivants à l'extérieur de son magasin n'ont pas tardé à s'engouffrer par la trappe ouverte pour avoir la chance de se procurer un repas chaud. Une fois qu'il a été mordu, les survivants du centre commercial n'ont pas eu le cœur de lui dire ce qui était sur le point d'arriver. C'était la première faille dans leur plan. Il était logique d'indiquer la plupart des détails clés de la manière habituelle sur un tableau blanc. C'est d'ailleurs comme ça qu'Andy a su qu'il devait s'attendre à voir arriver Chips et qu'il devait lui envoyer un signal à l'aide du sifflet. Alors pourquoi ne pas prendre le temps d'avertir Andy du danger que représente une morsure ? Cette information n'était-elle pas indispensable ? Un simple message disant « Les morsures propagent l'infection, alors ferme vite la trappe » aurait pu aider Andy à éviter une mort prématurée. Ou mieux encore, pourquoi prendre le risque d'ouvrir cette trappe ? Le tout nouveau gilet de sauvetage de Chips était équipé d'une solide poignée de corde qui lui a permis de descendre en toute sécurité dans la rue. Si c'était assez bien pour le faire descendre, ça aurait aussi été le cas pour le faire remonter. En plus, le magasin d'André regorge de tout ce dont on peut avoir besoin en matière d'équipement tactique et de matériel de surplus. Il y avait sûrement une corde qui traînait et quelque chose qui pouvait être transformé en crochet pour hisser Chips sur le toit, vous ne croyez pas ? Bon, il se peut aussi qu'il ait été trop affaibli par la famine pour soulever le chien aussi haut, surtout avec le poids supplémentaire des provisions. Et s'il existait un moyen d'apporter à Andy ce dont il a besoin sans avoir à envoyer Chips ? Vu les magasins d'ameublement et d'articles de sport haut de gamme qu'il abrite, ce centre commercial semble être un modèle du genre. Il est donc logique qu'il y ait un magasin de jouets parmi les enseignes. Surtout au début des années 2000, avant que les divertissements pour enfants ne se concentrent sur les appareils à écran. Comme nous le savons tous, tout magasin de jouets digne de ce nom proposera forcément une sélection de voitures télécommandées. Avec un peu de ruban adhésif et avec des plats à emporter de l'aire de restauration, vous avez votre propre repas sur roulette. Si les morts-vivants ne se soucient pas de la présence d'un chien, ils ne vont certainement pas prêter attention à un objet, donc non-vivant, qui roule dans la rue. Vous ne croyez pas ? Un véhicule jouet discret sera également beaucoup plus facile à glisser par la trappe sans être détecté. Et Nicole ne détournera pas non plus de camion pour aller le récupérer ensuite. Ça aurait été un service de livraison de nourriture discret qui n'aurait pas séparé la jeune femme de son toutou bien-aimé. Bref, ça ressemble à un plan gagnant-gagnant. Ça aurait même permis d'éviter la désastreuse mission de sauvetage qui s'en est suivie. Parce que si entrer dans le magasin vous semblait difficile, en ressortir sera quasiment impossible. Pour contrôler la foule, CJ fabrique un engin explosif improvisé à partir d'une bouteille de propane et d'une fusée éclairante. L'explosion qui s'ensuit permet au groupe de reprendre son souffle et de se diriger vers la bouche d'égout, puis de traverser le tunnel inondé en contrebas. Tucker tombe alors que les morts les poursuivent jusqu'au centre commercial, où Steve les attend pour ouvrir la porte. Ou du moins, c'est là qu'il est censé être. Quand Anna les découvre enfin à la porte, la foule de morts-vivants a déjà investi l'escalier en contrebas. Et comme ils sont trop nombreux pour être combattus, il ne reste plus qu'à prendre ses jambes à son cou. Le centre commercial est perdu, alors il est temps de prendre la route. Le groupe se sépare en deux et monte à bord de leur véhicule de secours. Michael, Anna, Nicole et CJ sont dans le véhicule de tête, tandis que Kenneth, Glenn et Monica, Terry et Steve sont à l'arrière dans le second. Michael défonce la porte du garage et les navettes commencent leur lente progression à travers les masses grouillantes de morts-vivants à l'extérieur. Pendant que les autres passagers tirent sur la foule, Steve se sert d'une tronçonneuse introduite dans une fente sur le côté du bus. Et CJ monte sur le toit avec une autre bombe au propane pour ouvrir un chemin. L'explosion permet enfin de dégager suffisamment d'espace pour passer, et ils se dirigent vers le port de Plaisance. En chemin, une vitesse imprudente et une conduite hasardeuse entraînent une petite mésaventure avec une des tronçonneuses, ce qui signifie la fin pour Monica et Glenn quand le bus se renverse sur le côté. Les survivants du véhicule de tête remarquent qu'ils ont perdu leurs camarades et ils font demi-tour pour les retrouver. Dans la navette renversée, Steve s'empare d'un pistolet et ne tient pas compte de Kenneth qui peine à se dégager. Mais quand il sort dans la rue, une surprise l'attend déjà. CJ sort de son véhicule et retrouve Kenneth et Terry en train d'émerger de l'épave. Tout à coup,
Steve réapparaît avec un tout nouveau look. Et Anna honore leur petit accord de tout à l'heure. Il est temps de partir, parce qu'un nouveau groupe de morts-vivants arrive sur les lieux. Et Anna fouille dans les poches de Steve à la recherche des clés du bateau avant de rejoindre ses amis dans la sécurité du bus. Ok, à part un véhicule renversé et un ou deux démembrements à la tronçonneuse, le plan d'évasion se déroule plutôt sans encombre. Malheureusement, les choses ont commencé à se gâter avant même qu'il ne quitte le centre commercial. Commençons par le choix de laisser Steve garder la porte pendant la désastreuse mission de sauvetage. Franchement, qui a pensé que c'était une bonne idée de confier à la personne la plus paresseuse et la plus égoïste du groupe la tâche cruciale de protéger la seule issue de secours? Compte tenu des enjeux, n'importe qui d'autre aurait été un meilleur choix pour le poste de garde. Ensuite, parlons de la garde-robe. Ils affrontent des créatures qui ne peuvent les tuer qu'en les mordant. Pourtant, ils sont tous habillés comme s'ils se rendaient à un barbecue informel. Peut-être que des vestes en cuir, quelques couches de denim, ou je dirais même plus, des jambières de hockey auraient été utiles. On dirait qu'ils n'ont jamais entendu parler de vêtements de protection. Dans un centre commercial qui regorge de possibilités, le fait d'enfiler quelques couches supplémentaires pour se protéger semblait être une évidence. Et puis, il y a la question de la conception des véhicules. Grâce à quelques soudures et à du matériel emprunté à la quincaillerie, le groupe a transformé deux modestes navettes en armes de destruction prêtes à l'emploi, tout droit sorties d'un film de Mad Max. Alors pourquoi ne pas avoir pris le temps de sécuriser les tronçonneuses? Parce que bon, on s'est déjà donné la peine de découper des fentes sur le côté du bus, alors installer un système de rails pour maintenir les machines à tuer à l'extérieur de l'habitacle n'aurait pas dû leur demander trop de travail supplémentaire. Ou alors, il suffisait de relâcher la pression sur les gaz quand le véhicule roulait à toute allure. C'est qu'une suggestion, hein, parce que je suis sûre que le seul zombie qui s'accrochait au flanc du van aurait pu attendre. Mais ça soulève une autre question. Pourquoi Michael sillonne-t-il ainsi les rues comme un ado ivre au volant d'un karting? Une fois que la bombe au propane de CJ a dispersé la foule, la route devant eux était plus ou moins débarrassée des morts-vivants. Alors pourquoi ne pas ralentir suffisamment pour éviter à vos amis de l'autre navette de passer par la case cycle de lavage? Je sais qu'une conduite calme et prudente n'est pas aussi excitante que de foncer dans des tas de morts-vivants, comme dans un derby de démolition post-apocalyptique. Mais vous auriez peut-être pu ralentir d'un cran et garder les 4 roues sur la route. Avec les zombies toujours dans le rétroviseur, le groupe de survivants a l'air d'être sur la bonne voie. Ils franchissent les grilles de la marina et foncent sur la jetée près du bateau de Steve alors que le soleil commence à se lever. Voyant que d'autres morts-vivants approchent à grands pas, CJ se sacrifie héroïquement pour faire gagner du temps aux autres et déclenche une énorme explosion de propane. Et les survivants épuisés embarquent sur le bateau. Mais il n'y a qu'un tout petit problème. Michael a perdu une bouchée de son bras pendant leur fuite harassante. Malgré les supplications désespérées d'Anna, il prend la décision déchirante de rester sur le quai. Alors que le bateau s'éloigne, Anna voit Michael sortir son pistolet, prendre une profonde inspiration et s'assurer qu'il ne fera pas une réapparition surprise sous la forme d'un cauchemar avide de chair fraîche. Les derniers membres de l'équipe, Terry, Anna, Kenneth, Nicole et l'inébranlable Chips, naviguent alors vers un avenir incertain, se raccrochant à l'espoir que quelque part, le salut les attend. Mais soyons honnêtes, on est en pleine apocalypse. L'Armée des morts, 2004. Bon, je dois vous avouer un truc, et ça va probablement me faire passer pour une vieille, mais j'ai vu ce film au cinéma quand il est sorti en 2004 en réalité, avec une bande de potes. On a sauté dans la voiture, on s'est rendu au ciné et on l'a vu le soir de la première. Et je dois dire que je suis devenue une fan inconditionnelle depuis. Ce film est tellement cool, et il contrebalance vraiment bien l'humour de la version originale. Certes, il y avait de l'humour dans l'original, mais c'était pas un film de super-héros à la Zack Snyder. C'était de la pure folie sans filtre, et j'adore ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et s'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!